Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut les comprendre également, les princes, les rois, les gouvernants, tous ceux qui exercent un pouvoir depuis ces lieux dont nous tentons de faire l'histoire ensemble. Il faut les comprendre. N'est-ce pas éreintant de s'exposer ainsi continuellement? On vous reproche d'être trop distant, mais si vous vous lancez dans la mêlée, ça ne va pas non plus. Vous parlez trop, on s'exaspère. Vous ne parlez plus, on s'inquiète. Ça ne va jamais. Est-on certain d'ailleurs qu'il y a une bonne manière d'occuper les lieux de pouvoir? Un équilibre est-il seulement possible entre l'attitude qui consiste à faire violence à leur passé et celle qui revient à se soumettre à leur tyrannie? Prenez Périclès. Je choisis à dessein un exemple fort ancien, car je m'en voudrais d'offenser les puissants d'aujourd'hui. Prenez Périclès. Les sources antiques abondent sur la manière dont il tâchait de doser ses gestes, ses prises de parole, la solennité de son attitude et son train imposant. Démosthène le décrit ainsi, traversant l'agora d'un pas lent dans son grand manteau, et surtout, précise-t-il, ce qui a l'air grave pour un grec, en fronçant les sourcils, ce qui passe alors pour une manifestation de mépris souverain. C'est parce qu'il se devait d'être impassible, de supporter sans ciller les injures des citoyens, tant il est vrai que le pouvoir, objet d'acclamation, peut très bien devenir un objet de détestation. Tout cela, au fond, devait se faire en affichant, mais point trop ostensiblement, ce détachement émotionnel, en paraissant ainsi drapé dans sa dignité, même si à ce moment-là, il risquait aussi d'attirer l'envie du peuple, le phtonos. Vincent Azoulay a fort bien décrit cette stratégie d'une visibilité en clair-obscur, évitant à la fois l'ombre des arcana imperii et la lumière trop crue de la surexposition, exprimant de ce fait toutes les ambivalences de l'autorité d'un chef en démocratie. Dans sa vie de Périclès, Plutarque décrit les apparitions calculées du chef athénien comme une subtile économie de la présence, en tension entre l'accessibilité du pouvoir et la réserve de puissance. Ainsi que l'écrit Plutarque, je cite, « Pour échapper à la satiété que provoque une continuelle présence, Périclès ne s'approchait du peuple que par intervalles. Il ne parlait pas à tout propos et n'intervenait pas sans cesse à l'Assemblée. Il se réservait, selon le mot de Critolaos, comme la trière salaminienne. Mise en réserve de la force dans les signes en puissance, intervalle de la présence, on reconnaît là les thèmes de notre réflexion. Car il ne fallait pas pour autant verser dans la dissimulation. Et voilà pourquoi Plutarque décrit le grand homme renonçant aux banquets privés et à toutes les réunions du même genre entre amis et camarades pour s'imposer un autre genre de vie, je cite encore, « On ne le vit plus que dans une seule rue de la ville, une rue droite, recta, linea ». On y reviendra, c'est ensuite plus tard dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la désignation de la vie bonne, la rue droite. À la fin du mois d'octobre 1502, tard dans la nuit, Nicolas Machiavel demande de l'aide à son secrétaire Biagio Buonaccorsi, qui lui envoie vite, sans tarder, depuis Florence, un exemplaire des vies parallèles de Plutarque. Machiavel est à Imola, auprès de César Borgia, chargé par les Dieci di Baglia de déchiffrer les agissements de ce prince secretissimo, écrit-il dans la même missive. Mais il ne parvient plus à le calculer. Il sent que le fils du pape Alexandre, maître du tempo politique, prépare un coup contre les conjurés de Romagne, mais lequel, il ne sait pas.
Surtout, il a la désagréable impression de se faire balader, comme en juin de cette même année 1502, lorsque César Borgia l'avait reçu dans le palais d'Urbino, jouant en virtuose de la capacité qu'ont les lieux de pouvoir de feinter, de freiner, de filtrer l'accès au prince. Et l'on comprend de quelle secrète homologie se paie l'accord entre le corps du prince et le corps de l'édifice, dès lors qu'un lieu de pouvoir impose sa loi sur l'espace, mais aussi sur le temps de la rencontre. C'est alors que pour se donner une chance de comprendre cette dialectique de l'offrande et du retrait, de l'exhibition et de la dissimulation, Machiavel se dit qu'il a vraiment besoin d'un Plutarque. Lorsque les temps présents se font obscurs, lorsque l'action des hommes y devient indéchiffrable, la lumière ne peut venir, Machiavel en est certain, que des exemples de leur antique devancier. Plutarque, ce n'était qu'un nom au Moyen-Âge, rien qu'un nom, un personnage de fiction qui apparaît dans le Polycraticus de Jean de Salisbury, puis, à sa suite, chez Vincent de Beauvais et tous les encyclopédistes du XIIIe siècle, et il y apparaît comme le précepteur de l'empereur Trajan. Or, celui-ci, Trajan, comme l'a montré Priscille Alagidi, est étrangement devenu, au Moyen-Âge, l'incarnation exemplaire de la charité royale, qui en fait un empereur tel que chacun de ses simples citoyens le souhaitait, écrit Jacques de Sessol dans son livre du jeu d'échecs moralisé, rédigé à la fin du XIIIe siècle. Cette reconstruction imaginaire de Trajan comme incarnation de la charité, eh bien, elle repose pour l'essentiel sur un exemplum, lui-même issu d'une mésinterprétation d'un bas-relief, de plusieurs bas-reliefs d'ailleurs, mais notamment celui de l'arc de Trajan de Bénévent, près de Naples, qui représente l'empereur face à une femme agenouillée, qui est alors évidemment une allégorie de ces provinces conquises. Mais les médiévaux ne comprennent pas l'allégorie à ce moment-là et y voient une jeune femme éplorée. Dans l'exemplum médiéval de Giraud de Bary à Jean Gerson, elle devient donc une veuve qui lui demande de l'aide alors qu'il part à la guerre. « Je t'aiderai à mon retour, dit-il, mais si tu ne reviens pas, lui demande-t-elle. Alors, Trajan descend du cheval et lui fait l'aumône. Et là encore, je n'en dis pas davantage, mais retenons ce motif du roi qui part au loin, dans un voyage possiblement sans retour. Rien de tout cela, évidemment, n'est dans Plutarque. Ses premiers textes furent traduits en latin à partir de 1373, dans le cadre du vaste programme bien connu politico-culturel du roi Charles V, mais aussi dans le milieu avignonnais de la curie pontificale, avec notamment la première traduction du De Remediis Irae. Quant aux vies parallèles, elles bénéficient des traductions latines des humanistes florentins Donato Acciaiuoli et Leonardo Bruni, mais aussi de celui dont on a parlé la semaine dernière, le castillan Alfonso de Palencia, on en parlait à propos du château de Ségovie, et en France, il est traduit par un auteur que l'on a longtemps sous-estimé, mais qui est important, je crois, le rhétoriqueur Simon Bourgoin, qui fut valet de chambre de Louis XII et demeura à la cour de François Ier, où il traduit également en vers français les triomphes de Pétrarque. Reste que dans la France du XVIe siècle, il faut attendre la traduction des vies parallèles par Jacques Amyot en 1559 pour que Plutarque prenne le visage d'un grand auteur politique de l'humanisme, comme l'a montré Olivier Guerrier dans un livre récent. Il suffit d'évoquer Montaigne, qui, selon ses propres mots dans les essais, dresse commerce avec Plutarque, dont il fait, en matière politique et particulièrement en matière de phénoménologie du comportement princier, enfin, en tout cas au moins de rapport de force, son bréviaire. Si l'on revient à Machiavel et à la tradition florentine et italienne,
Nul doute que les vies parallèles de Plutarque est une ressource fondamentale pour penser ce rapport, si bien exemplifié chez Périclès, mais qui demeure partout dans ces vies parallèles, comme vous le savez, des auteurs grecs et latins, des hommes de pouvoir grecs et latins, donc pour saisir cette ambivalence ou cette tension entre l'emprise et la distance, pour reprendre les deux modalités principales de la grammaire, de la domination que je tente de développer ici à travers la proxémie des lieux de pouvoir. C'est évidemment à l'ombre de Plutarque qu'écrit Pierre Candido de Chambrio, dont je parlais également la semaine dernière, et il faudrait évoquer ici les vies des hommes illustres que Vespasiano da Bisticci a composé dans les années 1480 et qu'a étudié un groupe de travail, notamment dirigé par Clémence Revest et Cécile Cabi. Cette galerie de portraits, la vie des hommes illustres de Vespasiano da Bisticci, fixe pour la postérité le panthéon de la Renaissance italienne autour de la notion héroïque de gloire, qu'il se dise duc, grand capitaine, qu'il soit roi, prélat d'église ou manieur d'argent, tous ont en commun un même habitus que l'on peut également dire humaniste, et d'une certaine manière, c'est cette unité comportementale qui fonde, je dirais, la cohérence de la société politique de cette Italie princière de la seconde moitié du Quattrocento. Vespasiano da Bisticci était un libraire florentin tenant boutique devant le Bargello, et les Médicis étaient ses meilleurs clients. Mais il a également rassemblé une grande partie de la bibliothèque fameuse de Federico da Montefeltro. Il raconte comment le duc d'Urbino sortait parfois, lui aussi, à l'improviste de son palais pour se déplacer à pied dans la ville, pour voir, au fond, comment il était vu. Alors, les citoyens venaient s'agenouiller devant lui et lui présentaient leur hommage. Cette apparente simplicité de comportement, ne peut se comprendre que si l'on sait que, dans le même temps, la cour d'Urbino est l'une des plus raffinées, des plus codifiées et aussi des plus nombreuses d'Europe, puisqu'elle accueille environ 500 personnes, soit le 10e de la population urbaine. Par conséquent, sortant de son palais, le prince ne rompt pas son isolement. Il quitte une foule pour une autre. Il s'arrache à l'essaim des courtisans qui bourdonnent autour de lui pour la mêlée des citoyens, où sa solitude sera, d'une certaine manière, pareillement dissimulée. Son geste n'est donc pas de transgression, mais au contraire d'accentuation et d'explicitation de l'effet architectural du palais sur la ville. Car celui-ci est ambivalent, ou à tout le moins biface. Bon, vous vous en souvenez, hein, c'est le palais d'Urbino, il n'y a rien de nouveau. On avait évoqué il y a quelques semaines cet effet de falaise du château qui est conçu par l'architecte Luciano Laurana entre 1468 et 1482. On a vu comment, ensemble, cette façade, cet effet de falaise, eh bien, rendait plausible et pensable cette analogie, cette métaphore entre la façade et la face, de toute façon c'est le même mot, et faisait effectivement de la façade d'Urbino, percée par ses yeux de prince, les yeux du prince, qu'on appelle les loggia, superposés, eh bien le visage donc d'un palais qui lui-même était pacifique par sa capacité d'inurbamento. Et puis on avait vu aussi que l'ensemble joue à la fois de l'évidence du surplomb
du surplomb de l'œil souverain, mais aussi de l'atténuation symbolique de la force, pas plus que les tours du palais des papes à Avignon, ces fines tourelles percées de fenêtres n'ont de valeur militaire. Elles se contentent en fait d'en euphémiser l'expression par cette forme de violence douce qu'on appelle la beauté. Mais à revers de cette façade hautaine qui exagère l'apic du promontoire sur lequel elle est juchée comme une statue équestre sur son piédestal, à l'arrière donc, le palais s'ouvre sur la ville en un dégradé d'autant plus subtil qu'il projette dans l'ordre urbain l'agencement réverbéré des palais des dignitaires et officiers qui, par un double jeu de citation et de réplication, étalent le quartier princier comme une poche de pouvoir. Donc, architecturalement, le palais ducal s'épanche de l'autre côté, prend ses aises, se donne à admirer, se donne à imiter, et c'est comme si les demeures des courtisans s'agenouillaient devant lui. Et donc, d'une certaine manière, on voit comment il y a une homologie entre le geste du prince qui habite son palais et le geste architectural du dit palais. Car ce mouvement d'expansion palatiale, où le prince se donne à la ville comme pouvoir ordonnateur, appelle évidemment en contre-don un retour. Si l'ordre urbain devient l'antichambre de la demeure du prince, celle-ci doit pouvoir accueillir ceux qui lui rendent visite. Nous retrouvons ici, dans l'atrium, la bibliothèque rassemblée par Vespasiano da Bisticci et qui est logée dans l'une des pièces donnant sur la cour intérieure, le cortile du château. Du point de vue formel, tout dans l'entrecolonnement, dans le rythme architectural, évoque cet atrium caractérisant pour Alberti l'inurbamento du palais pacifique, entièrement pénétré de gravité, de dignitas royale. Federico da Montefeltro est un ancien condottiere, la force armée, c'est le socle de son pouvoir, et voilà pourquoi il fait sculpter à la base des murs de son palais des bas-reliefs qui représentent des machines de guerre, et pas n'importe lesquelles, celles de Francesco di Giorgio Martini. Mais on pourrait dire de cette base du pouvoir, qu'elle est escamotée. La violence est à la fois signalée et neutralisée. D'ailleurs, les inscriptions monumentales de l'atrium énumèrent ces victoires militaires, mais les énumèrent au passé. Car le présent de Federico da Montefeltro, une sorte de condottiere en hiver, mars est déjà loin, le présent, c'est, comme dans ce très fameux portrait double avec son fils Guidobaldo, c'est que littéralement il a déposé les armes. C'est qu'il a déposé les armes, ou plutôt non, il a décidé de faire de cet hiver impeccable des livres dont parle Pierre Michon son nouvel arsenal. Il a décidé de se battre différemment. Une autre bataille se prépare, elle engage l'avenir, voyez son héritier, et voilà pourquoi, si le palais met la guerre au passé, il rend présente cette bibliothèque publique qui est la première d'Europe ouverte à tous ceux qui peuvent justifier de leur désir d'y aller assouvir leur curiosité. Voilà pourquoi le cortile ressort de l'atrium dans la grammaire albertienne de l'art de bâtir, mais que les documents publics urbinates le désignent plutôt dans son fonctionnement social comme un espace public, parce que c'est un lieu, effectivement, où tout le monde peut entrer. Et depuis la cour intérieure,
le Palazzo Ducale d'Urbino s'offre aux visiteurs qui, évidemment, en organisant les parcours, qui eux aussi donnent à voir et surtout à sentir un subtil dégradé de la présence qui mène effectivement du public au privé par des effets de décrochement, de débordement, de surprise, de chicane. Au premier étage de la bibliothèque, il y a la Sala Pubblica, des décors majestueux aux usages solennels, qui retiendra surtout les hôtes lorsque certains d'entre eux seulement pourront accéder au salotto, au petit salon, où le prince donne également des audiences en retrait, où le programme iconographique, c'est plus la guerre, c'est l'amour, peut leur faire croire qu'ils s'approchent de l'intimité du prince, mais évidemment, c'est une feinte. Il s'agira de ce qu'on appellera plus tard dans l'architecture du XVIe et surtout du XVIIe siècle une chambre d'apparat. Il y a ensuite bien d'autres sas, bien d'autres seuils, avant de pouvoir s'aventurer dans la chapelle, la loggia et finalement le fameux studiolo, qui se donne à voir comme un cabinet de travail, mais qui n'est rien d'autre, encore une fois, qu'un lieu de réception miniature, mais un lieu de réception qui mime l'intériorité princière, hissé, sommé, de quoi ? Justement, des portraits des vies des hommes illustres. Donc, tout ça, effectivement, on est encore dans Plutarque, on est encore dans Vespasiano da Bisticci, mais d'une certaine manière, tout est fin, tout est mimé, y compris effectivement la bibliothèque en marqueterie, et comme l'a montré Daniel Arras, ce que le studiolo princier a pour fonction de faire affleurer, c'est le mystère même de son intériorité, son aura d'inconnaissable. Donc là, on est au bout du palais, on est théoriquement dans le moi princier, mais c'est toujours un surmoi d'État. Tout cela, je veux dire cet échange symbolique entre les lieux de pouvoir et ceux qui les pratiquent, chacun faisant les gestes qu'il faut pour conforter l'ensemble, tout cela ne vaut que si on joue le jeu. Mais que se passe-t-il lorsque le roi se fait lui-même anarchitecte, désobéit à l'ordre monumental? Je partirai d'un exemple bien connu, celui du roi de France, Louis XI, tel qu'il est décrit par Thomas Bazin lorsqu'il répugne à exercer son métier de roi. Bon, Thomas Bazin, c'est évidemment un portrait à charge. Il est né dans une famille de marchands normands aisés et il est adepte de la réforme. Il avait proposé à Louis XI un programme d'allègement des impôts et d'accroissement des ruptures, des libertés, que le roi a refusé. Rupture en 1468. Thomas Bazin s'exile à Genève, Bâle, Louvain, Trèves. Il renonce à son évêché de Lisieux en 1474 et il se venge en écrivant l'histoire de Louis XI à partir de 1472, dont le modèle, là c'est pas Plutarque, c'est Suétone, avec effectivement un projet d'écrire une œuvre de morale politique. Donc, dans l'histoire de Louis XI, Thomas Bazin décrit notamment Louis XI comme notamment indifférent à sa mise, s'habillant un peu n'importe comment. Il porte un pourpoint si court qu'il ne lui arrive point au bas du dos, s'indigne Thomas Bazin. Il singe la basse condition au point de paraître pour un bouffon ou un ivrogne. Bon, les lecteurs de Pierre Bourdieu pourraient y reconnaître cet effet savamment contrôlé, cette forme rusée de distinction qu'il appelait dans ce que parler veut dire l'hypocorrection, c'est-à-dire le relâchement des règles par cette désinvolture souveraine que seuls peuvent se permettre les puissants. D'ailleurs, Louis XI sait très bien également, lorsqu'il le faut, lorsqu'il le veut, lors des visites d'ambassadeurs, exhiber robes pourpres et draps d'or. Ça participe effectivement d'un effet de surprise. Mais
Thomas Bazin n'avait pas lu Pierre Bourdieu, il connaissait en revanche fort bien la théologie politique du renversement chrétien, cet habile travestissement qui fait de l'humilité christique un habit de gloire, ce qu'on appelle l'humiliation souveraine, mais l'humiliation souveraine, c'est risqué. C'est un instrument puissant, effectivement, de glorification dès lors qu'on décide d'y croire, mais cette croyance peut se retourner comme un gant, et alors, ce retournement symbolique ouvre la possibilité d'un soulèvement politique. Et c'est ça que dit Thomas Bazin. Il ne dit pas qu'il ne comprend pas ce que fait Louis XI, il le comprend parfaitement. Il voit très bien qu'il y a une sorte d'arrogance christique à vouloir faire assaut d'humilité, mais il dit que dans le monde tel qu'il va, qui est quand même où rôde la guerre civile, dans les 2 dernières décennies du XVe siècle, c'est dangereux. Voilà le danger que pointe Thomas Bazin, et notamment en visant le galurin disruptif qu'arborait Louis XI, ce pauvre chapeau de feutre de castor, sur lequel il agrafait une image de la Vierge. Et ici, pardon, mais on touche à l'essentiel. Parce que le véritable lieu de pouvoir, c'est la tête du roi. C'est son chef, au sens propre, ce qui fonde évidemment toute la métaphore organiciste du corps du royaume. Voilà pourquoi la couronne désigne en même temps ce petit édifice symbolique que le roi porte sur le front et cette abstraction mystique qui le transcende et lui survit et garantit la pérennité du royaume. Bon, alors donc je pourrais prendre au mot cette notion de lieu de pouvoir et faire l'histoire des couronnes, des couvre-chefs. Tenez par exemple, en 1347, lorsque Cola di Rienzo, dont on parlait la semaine dernière, monte sur son estrade au Capitole et se fait tribun de Rome avec un spectacle multimédia où il joue de tout, des sons, des inscriptions de la loi de Vespasien, etc., eh bien, il surjoue aussi une tenue extravagante qui vaut programme politique et que décrit l'anonyme romain, je le cite, Cola di Rienzo monta en chair au milieu de tous ces gens de bien, il était venu vêtu d'un garnache, d'une cape allemande, d'un capuchon de fin linon blanc qui couvrait ses joues. Sur sa tête, il portait un chapeau blanc, des couronnes d'or dont l'une était partagée en son milieu, faisaient le tour du chapeau. Tout au sommet du chapeau se trouvait une épée d'argent nue dont la pointe transperçait cette couronne et la partageait en son milieu. Voilà. Donc sur ce lieu de pouvoir qu'est le chef, eh bien, il donne à voir quelque chose comme un programme politique, c'est-à-dire que l'épée d'argent de la République va trancher la couronne des rois. Dès lors, en arborant son misérable couvre-chef, Louis XI blesse la majesté royale en rendant trop visible le simple corps du roi. C'est un attentat contre le métier de roi qui pourrit par la tête. C'est aussi le cas, évidemment, lorsque, c'est bien connu, il s'adonne de manière immodérée à la passion pour la chasse, pour les chiens de chasse. Comines le décrit se levant très tôt le matin pour courir le cerf à force au péril de sa vie. Il en oublie parfois les devoirs de sa charge. Lors du service funèbre célébré à Avesnes pour l'âme de son père, on l'attend en vain, où est-il? Il chasse. La veille de son entrée à Paris, on le cherche partout. Où est-il? Il chasse. La chasse, c'est pour les rois ce que le golf est pour le 47e président des États-Unis. Et on voit bien effectivement comment ce qui pourrait être un comportement politique, puisque la chasse, on l'a vu ensemble en regardant les très riches heures du duc de Berry, un rituel de marquage symbolique de l'espace qui ne vaut d'ailleurs que pour l'aristocratie laïque et pas pour l'aristocratie religieuse. C'est pour ça effectivement que Manfred, le fils de l'empereur Frédéric II, disait du traité de fauconnerie que Frédéric II avait écrit, je le lis comme un livre politique.
Mais tout cela, effectivement, si on ne se laisse pas dévorer par sa passion, et tout effectivement est dans le régime, c'est-à-dire au sens propre, dans la constitution des humeurs qui, effectivement, peut dérégler d'abord le comportement privé, puis, effectivement, la constitution publique, politique. Et tout cela, effectivement, est dangereux, je répète, pour Thomas Bazin, parce que ça engage, au fond, le roi dans une voie qui n'est pas la voie droite, qui est justement celle qui va lui permettre d'échapper au devoir de sa charge. Je cite une page qui montre comment le roi Louis XI ne joue pas le jeu et prend la tangente, et comment, prenant la tangente, il déstabilise l'ordre politique. C'est pendant le passage est bien connu, c'est pendant une entrée royale. Il en était de même dans la plupart des villes du royaume où il n'avait pas encore fait son entrée. Lorsque toute la population répandue aux principales places par lesquelles elle espérait qu'il passerait attendait son joyeux avènement. Ces places, il arrivait qu'on les couvrit de tapis, qu'on les orna de meubles précieux, qu'on y organisa en son honneur des représentations variées et qu'on y montra des images d'hommes ou d'animaux, comme il est d'usage dans de telles réjouissances publiques. Mais lui, après avoir franchi la porte de la ville, évitait aussitôt par des voies détournées la place publique et se hâtait le plus qu'il pouvait vers la demeure qui lui avait été préparée. C'est pourquoi, dans certains lieux où il arrivait pour y faire son entrée, les bourgeois firent placer entre les portes, dans des rues latérales, des barrières de bois pour qu'il ne pût pas emprunter ces rues et qu'il fût obligé de prendre les plus belles et les plus imposantes. Voilà un roi littéralement nassé par les bourgeois qui ne veulent pas qu'il se divertisse. Alors, on a dit qu'il était agoraphobe, etc., mais pas du tout, c'est pas ça la question. La question, c'est que l'entrée royale, parce qu'elle est négociée, Joël Blanchard l'a bien dit, entre justement les différents pouvoirs dans la ville, elle n'est pas là pour exalter le roi, elle est là pour l'avertir des possibilités qu'il ne doit pas justement prendre d'abus de pouvoir. Elle est là pour lui opposer des images, des souvenirs, des valeurs. Elle est là pour, au fond, donner à voir une transaction politique. Et si, évidemment, il se barre, ça ne marche pas. Il ne joue pas le jeu. Et effectivement, ça me paraît très important de voir que derrière l'apparence solennelle et statique du cérémonial se cache un rituel beaucoup plus dramatique qui ne vise pas à exalter le pouvoir, mais, on l'a déjà dit d'ailleurs, à tester les limites et les contradictions de son autorité. Chaque geste est un avertissement, un rappel des erreurs passées, des erreurs possibles. Et tout cela doit le mettre en garde. Et voilà pourquoi, peut-être, Louis XI semble se prêter de mauvaise grâce au rituel de l'entrée royale, comme l'écrit Thomas Bazin dans son portrait à charge. Et alors, il ne décrit pas un mélancolique ou un agoraphobe. Non, il décrit un roi qui devient tyran parce qu'il se refuse à la force des liens et au pouvoir des lieux. Et donc, véritablement, il se lâche les amarres et se délie, c'est-à-dire qu'il devient, au sens propre, latin, absolu. Cette page étonnante, donc, où Louis XI évite les itinéraires prévus, les détourne pour se hâter vers le lieu privé qu'on lui a préparé, eh bien, décrit au fond fort bien comment l'histoire des lieux de pouvoir est aussi celle de ces échappées architecturales par lesquelles les rois,
les princes, les gouvernants cherchent à ne pas se laisser enfermer dans un seul lieu. D'où leur volonté de projeter à bonne distance de leur capitale de rassurantes répliques résidentielles où s'exprime de manière ordonnée, de manière apaisée, l'idée qu'ils se font de leur propre pouvoir. Pour Louis XI, après les États généraux de Tours, ce sera le château de Plessis, les Tours, en Val-de-Loire, qui n'est pas exactement le sinistre logis inventé par les historiens romantiques du XIXe siècle, mais demeure quand même une simple maison forte, un lieu de retrait, bien davantage que de représentation. Même si, et c'est évidemment intéressant, toute résidence royale, de privée qu'elle était au départ, finit toujours par se transformer en lieu de pouvoir de l'État royal. C'est le cas d'ailleurs du Plessis-les-Tours, où séjournèrent, après Louis XI, Charles VIII, Louis XII, où l'on rassembla en 1506 les États généraux, et cette volonté en fait de retrait, elle exprime d'abord une impossibilité, l'impossible solitude des rois, sinon dans la mort, évidemment, puisque Louis XI parvient in extremis à fausser compagnie à ses devanciers en ne se faisant pas inhumer dans la basilique de Saint-Denis, mais à Notre-Dame de Cléry-Saint-André, où là, effectivement, il sera seul. Cette volonté qu'ont eue certains hommes de pouvoir de se faire la malle en échappant à la visibilité, met donc à l'épreuve l'architecture d'ensemble de la configuration monumentale des lieux de pouvoir qu'on tente de dessiner depuis le début de ce cours. On pourrait appeler ça l'effet lanterne, du nom de ce petit relais de chasse du château de Versailles, confié à l'usage privé des premiers ministres en 1959 et confisqué par le président Nicolas Sarkozy au début de son mandat, en fait plus précisément échangé avec la résidence de villégiature de Souzy-Labriche, ce qui, à l'époque, 2007, avait été considéré comme un coup de force. Depuis lors, des séjours trop prolongés à la lanterne semblent remettre en cause un pacte implicite de publicisation des faits et gestes présidentiels aux lieux accoutumés, dirait-on au Moyen-Âge, les lieux accoutumés de l'exercice de son pouvoir. Si l'histoire politique donc se méfie toujours de ces écarts qu'elle décrit inévitablement depuis Plutarque, avec tous ces continuateurs renaissant comme une excentricité et davantage qu'un caprice, une transgression, à l'inverse, l'histoire de l'art l'exalte. De Vigevano à Sabionetta, l'histoire de l'architecture de la Renaissance célèbre les réussites esthétiques de ces cités en forme de palais, comme le disait Baldassare Castiglione du palais d'Urbino. Les princes bâtisseurs, lorsqu'ils se font à l'écart des capitales trop turbulentes, eh bien, des résidences, y ont généralement les coudées plus franches, comme le pape Pie II Piccolomini, qui décrit dans ses commentaires, c'est-à-dire son autobiographie pontificale composée sur un mode césarien, la manière dont il a transformé son village natal, Corsignano, en la cité idéale de Pienza. Le Siennois y réussissant au fond ce qu'il était si difficile de faire et à Sienne et à Rome, et se vengeant à Pienza de toutes les frustrations qu'il a éprouvées comme mécène sur les chantiers pontificaux. De 1459 à 1464, il confie le chantier au Florentin Bernardo Rossellino, qui est un élève d'Alberti. Et de fait, le texte, d'ailleurs, est assez précieux, les commentaires de Pie II, pour comprendre la manière dont les princes appréhendaient
l'articulation des espaces domestiques dans leur palais. Piccolomini commence par décrire de l'extérieur, par une sorte de vue d'ensemble. Le palais de Plancaré était haut de 90 pieds. Il donne quelques mesures, quelques précisions topographiques, une impression globale, ce qui dit bien effectivement voilà, ces évidences topographiques, ces effets massifs de sens, comme le dit Gérard Labro. C'est d'abord une masse que l'on jauge et une masse qui est placée à côté de la cathédrale et qui ennoblit l'ensemble avec effectivement cet effet d'autorité spatiale qu'elle impose. Mais la description s'arrête aussi sur notamment le bossage et sur l'appareil. C'est là où on comprend au fond que le vrai luxe architectural, il est dans l'appareil, et il dit, voilà, entre les deux pierres, il y a moins d'un doigt, et on voit effectivement presque le geste du commanditaire qui caresse la façade de son palais comme on caresserait la carrosserie d'une belle bagnole, quoi. Voilà, c'est lisse, c'est beau, et c'est ça, en fait, qui est cher et a de la valeur. Et puis ensuite, il y a la description par Piccolomini des parcours et de la manière dont, passant le portique, le péristyle, les escaliers, on arrive au deuxième étage, et là, les salles publiques et privées, par ces effets de sas et de chicanes dont je parlais, s'articulent de manière à filtrer en gradient subtil un espace public qui se nuance progressivement en privé, au sens où le privé au Moyen-Âge et encore au XVe et XVIe siècle n'est rien d'autre que ce qui est en retrait, et ça s'achève par le panorama soudainement révélé du haut de la loggia. Bon, je sens bien que je tombe dans mes vieux travers, cédé à l'ivresse absolutiste de la visite des châteaux de Louis XIV. Et après avoir évoqué l'art et la manière de détruire les bastilles médiévales la semaine dernière, je m'en voudrais s'il ne s'agirait aujourd'hui que de s'abîmer dans la contemplation des Versailles du Quattrocento. Parce que les échappées belles que je voulais évoquer aujourd'hui sont plus radicales. Elles consistent à imaginer un pouvoir qui trouve ses lieux bien plus loin encore dans l'imaginaire, justement, qui prolonge ses lignes de fuite bien au-delà de la géographie classique des lieux de pouvoir. Et un texte nous permet de réaliser ce grand saut. Un texte pour lequel j'ai une affection tout particulière, c'est le Trattato di Architettura que l'architecte Antonio Averlino, dit le Filaret, composa pour son patron Francesco Sforza entre 1460 et 1464. Averlino, il est né à Florence autour de 1400. Il a d'abord exercé son art à Rome. Il a acquis sa renommée en tant que sculpteur de la porte de bronze de la basilique San Pietro. Puis il s'est fait gauler. Il a volé une tête de Saint Jean-Baptiste. Il a été emprisonné, torturé et finalement chassé de Rome en 1447. Mais fort de la protection des Médicis, de Piero de' Medici, il entre en septembre 1451 au service de Francesco Sforza, le nouveau duc de Milan, qui à ce moment-là, vous vous souvenez, reconstruit le château contre la promesse qu'il avait faite de ne jamais, au grand jamais, le rebâtir. Et ce que souhaite effectivement Francesco Sforza, c'est que l'art florentin d'avant-garde, c'est pour ça qu'il demande à ses alliés, les Médicis, qui sont aussi en même temps ses banquiers, donc il est endetté vis-à-vis des Médicis, eh bien l'art florentin albertien, on pourrait dire, doit pour Francesco Sforza atténuer l'agressivité du château qu'il vient de rebâtir, et c'est précisément cette pacification albertienne par l'embellissement qui va échouer.
parce qu'il demande à Philarète de construire la tour qui donc marque l'entrée du castello par la ville, mais ces projets échouent, rejetés qu'ils sont par les maîtres lombards, notamment par l'ingénieur général des travaux, Jacopo da Cortona, que Philarète traite de maçon. Et évidemment, on voit bien que ce qui est en jeu dans cette alliance entre le prince et son architecte étranger, c'est pour ça qu'il en prend un étranger à la ville, c'est justement de pouvoir court-circuiter les usages et les règles de l'art de bâtir. Donc Sforza a beau se désoler qu'une œuvre si noble soit empêchée par des raisons si petites, en réalité, il n'arrive à rien. Et Francesco Sforza donc ne peut qu'enregistrer la plainte de son architecte qui lui écrit en 1453 « Ici, je suis mal vu et mal aimé ». Après ces longues années de difficultés et d'humiliations quotidiennes, Philarète prend donc, avec son traité, une revanche. Comme d'habitude, on écrit pour se venger. Il y décrit comme il aurait souhaité être seul, interlocuteur du prince, débarrassé de toutes ces résistances qui gênent les projets, et la forme dialoguée du livre, le Trattato di Architettura, eh bien, qui, précise-t-il dans sa dédicace, doit être lu à voix haute, trahit sa nature textuelle. C'est un dialogue, donc c'est un livre politique. Par définition, ce qui caractérise la littérature politique à la fin du Moyen-Âge, c'est sa forme dialoguée. Cette réécriture dialoguée, dialogique du De Re Edificatoria d'Alberti politise en fait l'art de bâtir, qui n'est nullement un traité technique, mais bien un dialogue politique sur ce que bâtir veut dire. Et comme ce dialogue est décrit en italien comme un acte d'amour, il vaudrait mieux dire que le trattato est un dialogue amoureux entre le prince et l'architecte. Ainsi lit-on au deuxième livre, « Construire n'est rien d'autre qu'un plaisir voluptueux, comme peut en éprouver un homme amoureux. Qui en a fait l'expérience, c'est qu'il y a dans l'acte de bâtir une telle quantité de plaisir et de désir qu'autant qu'en fasse un homme, il en voudra toujours davantage. » Donc cette érotisation de la libido construendi, de l'art de bâtir, elle est au cœur du traité. C'est elle qui fait de la conversation entre le prince et son architecte un échange courtois, au sens propre. L'un exprime une demande que l'autre doit satisfaire en l'intégrant à son propre désir, et c'est le plan dessiné qui constitue ainsi le moteur, ou plus exactement le médiateur de cet échange voluptueux. L'architecte doit faire les dessins de ce que souhaite le patron en l'accordant avec son propre désir, lit-on sous la plume de Philarète. Donc tout se passe bien. Jamais dans le texte de Philarète, l'ombre d'une incompréhension ne vient obscurcir cette belle entente, parce que, effectivement, l'un et l'autre sont décrits comme un couple. Le prince est le papa, c'est le père de la construction, c'est lui qui a l'idée séminale, mais de même qu'aucun homme ne peut concevoir sans une femme, de même un édifice ne peut être conçu par un seul, et comme on ne le peut faire sans une femme, celui qui veut bâtir a besoin d'un architecte pour le concevoir avec lui. Ensuite, l'architecte le porte, et lorsqu'il en a accouché, on peut dire que l'architecte est la mère de l'édifice. Et ça, c'est évidemment intéressant parce qu'on n'a jamais été aussi loin dans l'anthropomorphisme, dans la métaphore organiciste du corps machine, c'est-à-dire du corps édifice, ce qui donne à l'architecte mère de l'édifice bien d'autres responsabilités, parce que non seulement
il doit le mettre au monde, mais il doit le soigner et il doit l'aimer toute sa vie et le réparer, ce qui, là encore, n'est pas sans conséquence dans l'organisation des chantiers. Ce corps à corps amoureux, d'où la ville, qui fait surgir la ville, eh bien, il impose aussi le tempo très particulier, narratif, de ce texte, qui est un grand texte, même s'il est totalement méconnu, où on voit bien que la conception, elle est lente, elle est frôleuse, elle est très érotisée dans son rythme patient, et ensuite, la construction, elle jaillit, et tout cela, effectivement, au moment même où la ville surgit, la naissance de l'édifice est toujours vécue comme une renaissance de l'artiste qui l'a engendré. Mi pare rinascere, vedere questi cosi degni edifici, au passage, c'est une des premières plus attestations dans un texte de théorie artistique de l'idée même de Renaissance. Donc cette érotisation de l'échange amène effectivement chez Philarète la ville à se construire d'un coup, et quand il la découvre, c'est pas exactement comme il l'avait imaginé. En particulier, effectivement, donc ça c'est la Sforzinda, c'est-à-dire la Milan telle que les Sforza l'auraient imaginé si tout s'était bien passé, s'il n'avait eu aucune résistance, aucune réticence, si d'une certaine manière il n'y avait eu nul obstacle à la transparence de leur désir, et au fond, n'arrive pas à inscrire l'octogone dans la ville ronde. Là, le Broletto, que vous connaissez si bien maintenant, la place civique, elle est quand même un peu de guingois. Et alors, il y a des tonnes, je vous en fais grâce, de lecture ésotérique de ce plan de la Sforzinda, mais moi je maintiens que si les dessins et croquis qui accompagnent ce texte ont normalement pour viser de clarifier le discours de l'architecte, les distorsions sont très fréquentes, et ce qui domine, c'est une impression de flottement et de fiction. La ville idéale qui se construit progressivement dans l'esprit de ses concepteurs, lorsqu'elle surgit, elle surgit avec des incompatibilités topographiques qui ne sont rien d'autre que la projection rationnelle des contradictions politiques de l'État milanais, celle-ci est agissant au cœur même de la structure narrative du traité du Philarète. Et c'est à ce moment-là, coup de théâtre, qu'aux 2/3 de son texte, Philarète loge un troisième récit enchâssé qui vient au fond miner de l'intérieur sa volonté de rationalisation. Au livre 14, le prince et l'architecte s'intéressent à la construction d'un port pour Sforzinda. Ils creusent des fondations, et là, ils sortent de terre un étrange coffre de pierres gravées d'inscriptions arabes, grecques et hébraïques. Et une fois ouvert, le coffre, merveille, révèle des vases, des pierreries, de la poussière d'or qui vient tournoyer dans l'air pur de Sforzinda, et surtout un livre écrit en grec. Alors on va chercher un humaniste, un vrai. Les humanistes, c'est ceux qui savent le grec. À Milan, c'est Philelphe. Et Philelphe, le grand humaniste helléniste milanais, traduit le livre d'or qui parle d'un prince disparu, Zogalia. Alors Zogalia,
c'est Galeazzo Verlan, hein, d'accord? Donc c'est le fils de Francesco Sforza. Donc ce livre d'or, c'est à la fois le passé et l'avenir. C'est la fondation, c'est, on pourrait dire, ce qui effectivement va consacrer la ville, fondée, on y met toujours un trésor, mais elle l'a, exactement comme chez Alberti, vous vous en souvenez peut-être, elle la défonde rationnellement, parce que ce qu'ils lisent là, c'est l'œuvre d'un prince disparu, Zogalia, qui, je l'ai dit, décrit l'édification d'une autre ville, Gallis Forma, et un second récit, donné à lire donc par l'intermédiaire de ce médiateur culturel, le traducteur, donne une toute autre teneur. Parce que ce que décrit le roi Zogalia, ce sont des statues monumentales à sa propre gloire, des palais ruisselants d'or, de pierreries, des forteresses babyloniennes cuirassées de bronze, des forêts de colonnes. Bref, ce qui avait été un peu comprimé quand même par les contraintes matérielles, par le souci de réalisme, de rationalisation matérielle, tout cela, ce désir d'édifier, eh bien, il se libère brutalement dans une sorte de joyeuse orgie monumentale. Et cette revanche de l'imaginaire, c'est aussi évidemment une fuite hors du réel, parce qu'il est impossible de se représenter Gallis Forma. Évidemment, on a beau jeu de dire, on est au point de bascule. C'est-à-dire que Philarète se place exactement entre Alberti, 1452, et Thomas More, l'Utopie, 1512, c'est le texte où on bascule, où on désespère au fond de construire des villes idéales, qui ne sont rien d'autre que l'idéalisation de la ville réelle, et qu'on se jette à bras perdus dans l'imaginaire, dans les cités imaginaires. Tout cela, évidemment, fait que le prince et l'architecte font la cruelle expérience de l'impossibilité de construire Sforzinda, et Gallis Forma, songe d'une cité imaginaire, marque cet échec et ce découragement. Au début de Les mots et les choses, de Michel Foucault, on lit ceci. Les utopies consolent. C'est que, si elles n'ont pas de lieu réel, elles s'épanouissent pourtant dans un espace merveilleux et lisse. Elles ouvrent des cités aux vastes avenues, des jardins bien plantés, des pays faciles, même si leur accès est chimérique. Les hétérotopies inquiètent, sans doute parce qu'elles minent secrètement le langage, parce qu'elles empêchent de nommer ceci et cela, parce qu'elles brisent les noms communs ou les enchevêtrent, parce qu'elles ruinent d'avance la syntaxe. C'est pourquoi les utopies permettent les fables et les discours. Elles sont dans le droit fil du langage, dans la dimension fondamentale de la fabula. Les hétérotopies dessèchent le propos, arrêtent les mots sur eux-mêmes, contestent dès sa racine toute possibilité de grammaire. Elles dénouent les mythes et frappent de stérilité le lyrisme des phrases. Pardon pour la longueur de la citation, mais elle annonce ce qui va suivre, non pas la semaine prochaine, on fait relâche, mais celle d'après. Nous allons désormais nous intéresser à cette question des hétérotopies du pouvoir, ces espaces autres, analysés par Michel Foucault dans un autre texte, un an après l'apparition des mots et les choses, en 1967 donc, qui peuvent être, je le cite, des emplacements sans lieu réel, cet espace du dehors qui, je le cite encore, nous ronge et nous ravine. Texte fulgurant que des espaces autres, sans doute l'un des plus commentés aujourd'hui de Michel Foucault, les plus obscurs également, qui n'était d'ailleurs pas un texte, mais une brève conférence radiophonique donnée en décembre 1969, puis devenue après une conférence
enfin non, 65, puis une conférence en mars 67 au Cercle d'études architecturales de Paris, et qui n'a été publiée qu'en 1984, l'année de sa mort. J'y reviendrai donc, parce que la notion de lieu de pouvoir n'en sort pas indemne. Il y aura désormais bien d'autres lieux et bien d'autres pouvoirs. Mais il fallait pour cela accompagner le pouvoir souverain jusqu'à la sortie, faire en sorte qu'il disparaisse tout à fait, qu'il fausse compagnie à cette histoire pesante de châteaux et de palais, en allant au bout de sa tentation, de la défection, qui, bien davantage qu'un caprice ou qu'une diversion, est en même temps une défondation, une destitution et une dislocation. En mars 1481, le roi Louis XI se lève de table et, écrit Comines, lui vint comme une percussion et perdit la parole. On dirait aujourd'hui un AVC. Mais pour les sources médiévales, il est simplement absent à lui-même, rejoignant cet autre lieu de pouvoir qu'est la folie du roi. 100 ans auparavant, le roi Charles VI en fut frappé lors d'une chevauchée en forêt du Mans. C'était le 5 août 1392, et nul dans son entourage n'osait parler d'autre chose que de frénésie. Le pauvre roi, dont la raison était si vacillante, comme l'écrit Noël Valois, affaiblit le gouvernement, assurément, qui devient la proie de tous les appétits aristocratiques. Ce qui rôde autour de la figure de Charles VI, le roi fou, c'est la catégorie ancienne du rex inutilis. À quoi sert-il, puisqu'il est le jouet de des princes? Mais plus le roi souffre, plus il s'assimile à ce royaume des douleurs qu'est devenu la France de la guerre civile. Et c'est son impotence qui lui fait gagner le surnom de Charles le Bien-Aimé. C'est, semble-t-il, Pierre de Fénin, prévôt d'Arras, auteur d'une courte chronique qu'il rédigea de 1427 à sa mort en 1433, qui en fournit la première attestation. « Mou fut le roi Charles aimé de son peuple toute sa vie, et pour ce, on le nommait Charles le Bien-Aimé. » Et Bernard Guenet a montré que plus le roi plonge dans la nuit noire de sa folie, plus enfle, dans la chronique du religieux de Saint-Denis, dont on sait aujourd'hui qu'elle est due à Michel Pintoin, les mots de dignitas, de majestas et plus encore de corona, la couronne, l'ensemble étant exalté dans le sermon de Jean Gerson en 1405, Vivat Rex. C'est bien l'absence du roi qui construit la continuité de l'État. Songez d'ailleurs aux prédécesseurs de Louis XI et de Charles VI, à cette longue lignée des rois prisonniers. Louis IX à la Mansoura en 1250, Jean II le Bon fait captif à la bataille de Poitiers et prisonnier à Bordeaux de septembre 1356 à avril 1357. Dans les deux cas, la vacance du pouvoir royal fait progresser la transcendance de l'État et la puissance de délégation de la monarchie administrative, pas seulement parce que le paiement de la rançon du roi justifie le prélèvement de l'impôt, mais parce que, effectivement, en lieu du roi, tenant lieu de lui, effectivement, l'État se construit. La prison ne serait-elle pas le plus approprié des lieux de pouvoir et le meilleur service qu'un chef peut rendre à son peuple? Ne serait-il pas de consentir à s'y faire oublier? Je nierais avoir dit cela en public. En tout cas, l'horizon onirique de tout pouvoir reste évidemment l'évanouissement, au loin, dans la figure du sultan caché ou de toutes celles qui permettent de gouverner d'ailleurs. Et c'est pourquoi je peux partir le cœur tranquille. À dans 15 jours. Merci.